L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. L'année 2022 au Québec est une année électorale. Évidemment, le dernier mandat a été surtout marqué par la COVID. On s'entend là-dessus. Là, ça fait presque 2 ans. Donc, le gouvernement, est-ce qu'il y a un bilan général à présenter? La réponse est certainement que oui, mais il y a pas mal plus de bilan COVID qu'autre chose. Du côté des partis d'opposition, quand on prend la circonscription de Saint-Jérôme, qui a déjà été anciennement la circonscription de Prévost, bien, il y a vraiment une alternance entre l'ADQ-CAQ et le Parti québécois. Nommé les derniers députés, bon, il y a eu Pierre-Carl Pellado, Gilles Robert, Marc Boursier pour le Parti québécois. Pour la CAQ-ADQ, il y a eu, à un certain moment donné, Jacques Duchesneau. Là, on a le député sortant qui est là, mais le Parti libéral, député sortant Yuri Chassin, mais le Parti libéral n'est plus présent depuis Paul-André Forgette, élu en 85, réélu en 89, défait en 94 par Daniel Payé. Là, je vous parle de 94, ça fait déjà presque 30 ans. Le parti veut se revigorer un peu pour la prochaine élection et le président du parti dans la circonscription de Saint-Jérôme, c'est Moïse Maillot-Vuanda. Il était candidat pour le mouvement jérômien à la dernière élection municipale. On le reçoit, voilà, au bout du fil. Monsieur Maillot, bonjour. Oui, bonjour, M. Loca. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, ça va super bien, à part la tempête d'aujourd'hui le matin, puis pelleter mon perron. Donc, comme je dis, tout va bien. Oui, c'est certain. Pour les gens qui nous écoutent, l'enregistrement a lieu le lundi 17, donc on est en plein milieu de tempête. Je vous ai fait un bref historique de la circonscription. Vous êtes bien implanté à Saint-Jérôme depuis une 10-12 d'années. C'est tout un défi que de prendre la barre du Parti libéral alors que c'est un parti qui, depuis 25-30 ans, n'a pas très bien performé dans la circonscription. Écoutez, tout d'abord, c'est un honneur pour moi de relever ces défis-là. Et d'autant plus que vous savez certainement l'historique comme vous venez de l'énumérer. Mais étant que nouveau chef ou nouveau président de l'association, nous sommes conscients de ces défis-là et c'est ainsi que nous voulons ramener une fusion entre l'expérience et la jeunesse parce qu'on est conscient de ces enjeux-là. On est conscient aussi qu'il y a un défi à relever et ce défi-là n'est pas impossible pour nous. Nous avons juste à regarder ce qui s'est passé ces 10 dernières années dans notre région, la Laurentide. Les partis d'opposition au pouvoir confondus, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la jeunesse que nous voulons amener, la vigueur que nous voulons amener au sein de nos associations va porter une vision nouvelle qui va faire en sorte que au mois d'octobre, que le Parti libéral du Québec puisse faire élire un député pour représenter Saint-Jérôme valablement, mais il y a une personne qui va être au courant de l'historique passé, des défis présents, et de pouvoir travailler pour l'avenir avec une politique de proximité pour pouvoir répondre d'une manière directe et adéquate à ces défis-là que nous prenons durant des dizaines et des dizaines d'années. Bon, vous avez mentionné à quelques reprises le mot jeunesse. Le Parti libéral du Québec dans Saint-Jérôme, pour avoir vu des gens... je pense que c'était des articles de journaux, des photographies, là. On n'était pas tellement dans la jeunesse lors des dernières élections. Je parle peut-être pas des candidats, là. Je sais qu'en 2016, lorsque Marc Boursier a été élu, c'était une jeune femme qui était candidate, mais derrière le candidat, il y a des gens qui... je veux dire, ce sont, comme disait Jean Lapierre à l'époque, ce sont des vieilles mains libérales. Ce sont des gens qui sont là depuis des décennies. Est-ce qu'on pense un peu renouveler le parti à la base chez nous, dans Saint-Jérôme? Mais je suis je suis content que vous ayez abordé cette question-là parce que la plus belle exemple de cette démonstration-là, ce fut notre congrès qui a eu lieu au mois de novembre. Pas au mois de décembre comme écrit comme une lapsus qui s'est fait dans notre journaux. C'est au mois de novembre que ça a eu lieu. Et il fallait y voir l'engouement, la motivation de la jeunesse, l'expérience, embrasser les idées innovatrices
et les idées porteurs de la jeunesse. Cette jeunesse-là représente le citoyen d'aujourd'hui, le défi d'aujourd'hui. Et content de voir que nos gardiens de valeurs progressistes libéraux étaient ouverts et acceptent cette transition-là et accompagner cette jeunesse-là pour pouvoir amener notre province, nos régions dans un développement assez global et préparer les futurs enjeux qui nous guettent. OK, donc un peu plus de jeunesse dans l'organisation, c'est ce que je comprends. Exact. OK. Le Parti libéral, à la dernière élection générale, a été, je dirais pas rayé de la carte, mais au Québec, presque. En Outaouais, où est-ce qu'il y a 5 circonscriptions qui étaient libérales depuis l'élection de 81, successivement, tous libérales. Il y en a 2 qui ont survécu. Évidemment, le Parti libéral dans le West Island, qu'on parle de Notre-Dame-de-Grâce, Verdun, Marquette, et lorsqu'on s'en va le long de l'autoroute 40, là, l'île Bizarre, tout ça, là, c'est pas mal la base du Parti libéral. Mais dans le 4-5-0, à peu près rien. Comment vous pensez que les banlieusards vont reconnecter avec le Parti libéral? Écoutez, je veux essayer de résumer un peu, faire une petite résumé. Si nous regardons l'histoire de notre région, durant les 15 dernières années, comme vous avez énuméré, nous sommes conscients que les gens ont été déçus de certaines personnes ou certains de nos représentants qui étaient là pour porter nos causes. Mais il faut tenir compte d'une chose. La base où notre région a évolué d'un point démographique et nos défis aussi ont évolué. Les enjeux qu'on avait dans les années 70, 65, quoique cela n'est pas anodin, ne sont plus les mêmes enjeux qu'on va défendre en 21e siècle aujourd'hui. Quoique cela ne fasse pas partie de l'actualité, mais cela fait partie de notre histoire. Mais les enjeux de l'actualité, qu'on le défend aujourd'hui, touchent plus les générations actuelles, touchent plus une tranche d'âge. Et je pense que l'idée que le Parti libéral du Québec est en train de porter, quand on parle de notre projet ECO, rejoint une large consensus de citoyens. Certes, d'autres personnes diront que c'est très ambitieux. Oui, il faut oser pour changer. Je vous parlerai même quand on retourne un peu en arrière avec l'histoire du Québec, avec la Révolution tranquille. Il fallait oser. Nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés à un stade où notre jeunesse doit jouer un grand rôle et les expériences de nos aînés aussi doivent jouer un rôle de soutien afin de transférer non seulement le flambeau et que notre jeunesse puisse porter cette vision. La vision que le Parti libéral du Québec veut porter au sein de toutes les régions, au sein des associations, au sein aussi de nos régions, c'est cette vision-là, c'est ces projets-là éco. Donc, qui rejoint toutes les tranches de la population et dans tout le domaine. Ça dit quoi la reconstruction au Parti libéral? Parce que c'est un parti de pouvoir, hein, on s'entend là-dessus. Là. Retourner de 1897 à 1935, ça a été au pouvoir inclusivement. Bourassa à 2 reprises, Jean Charest pendant 15 ans avec Philippe Couillard. C'est vraiment un parti de pouvoir et c'est aussi un parti d'économie. Mais là, on regarde la coalition Avenir Québec, qui est un parti d'économie, là, quand on regarde l'équipe économique là-dedans. On se positionne comment maintenant, le Parti libéral, si on n'a plus le pouvoir? Et puis économiquement, je ne pourrais pas vous nommer un candidat économique pour le Parti libéral présentement. Comment vous allez attirer les gens? Et que nous, le Parti libéral, comme vous l'avez si bien dit, un parti au pouvoir, oui, il a de l'expérience, il a de connaissances, que ce soit dans l'histoire ou dans la gestion. Mais comme je vous ai expliqué en amont, la société a évolué, les défis ont évolué aussi. Ça, il faut tenir compte de cela. Et on est conscient de tout ce qui se passe dans notre société. Mais nous allons amener, et le Parti libéral et ses associations, prendre une vision d'une politique de proximité.
Nous ne voulons plus porter la politique faite jadis par nos prédécesseurs. Ouais. Mais nous voulons avoir une politique de proximité. Une politique qui répondrait d'une manière directe aux citoyens, aux défis quotidiens de nos citoyens. Parce que c'est ça un peu le rôle d'un politicien. C'est pour cela que nous faisons la politique. C'est pour cela que nous mettons de mesures. Ces mesures-là ne doivent pas être des mesures juste dissuasives qui va mettre la poudre aux yeux de monsieur, madame, tout le monde. Mais nous voulons que les mesures que le parti, que vous avez bien dit, les partis du pouvoir, une fois élus, les mesures que nous allons apporter puissent répondre directement aux besoins de madame et monsieur tout le monde, de la manière que ce soit des mesures à impact direct. Je vais vous donner juste un petit exemple. Si nous parlons dans le domaine de la santé, vous le savez si bien que moi, monsieur Loca, avec l'entrevue que vous avez donnée avec madame Justine Vachon, vous connaissez les chiffres. Oui, tout à fait. Vous connaissez les défis, vous connaissez la problématique. Il ne suffit pas de faire de patch à chaque côté pour gérer la situation. Il suffit de regarder les vraies problématiques de notre région en se basant sur de vrais chiffres et apporter des mesures qui se doivent comme il le faut, mais ces mesures-là doivent avoir un impact direct dans le quotidien des citoyens. C'est ça la vision du Parti libéral du Québec. Oui, mais là, vous m'ouvrez la porte toute grande en me disant ça. Les libéraux ont été au pouvoir de 2003 à 2018. Il y avait le rapport en main de 2002, comme quoi que l'hôpital de Saint-Jérôme était complètement désuet, puis ils n'ont rien fait. Mais, monsieur Loca, je vais vous dire une chose. Je vais vous référer à un extrait du chapitre de la Bible, OK? Celui qui n'a jamais commis un péché prend la pierre et jette à la femme le premier. Tout le monde se sent déroulé. Nous ne pouvons plus nous arrêter sur ce qui s'était passé. Nous pouvons juste maintenant regarder les défis présents et mettre des moyens en place que nos babines, le bottine suivent le babine. Oui, exactement. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut avoir de mesures à impact direct, pas des promesses. C'est ça que le Parti libéral veut faire. Nous ne voulons plus des promesses, mais nous voulons apporter des mesures directes. Le Parti libéral veut travailler avec sa population dans des régions d'une manière à établir une politique de proximité. Une politique de proximité, ça veut dire être au chevet de ses citoyens, de ses concitoyens. Travailler ensemble. C'est ça la vision. On ne peut pas s'arrêter dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce qui s'est passé, oui. Mais maintenant, nous sommes fixés vers le présent. Nous voulons répondre aux défis qui nous regardent maintenant. Nous savons dans le domaine de la santé, on peut beau citer, il y a eu des rapports qui sont sortis avec la coalition Santé Laurentide. Vous savez, nos 4 grands hôpitaux. On a des problématiques sur les infrastructures, sur le personnel, sur les équipements. Mais toutes ces choses-là, nous ne pouvons plus seulement nous baser sur ce qui s'était fait dans le passé, mais nous devons regarder ces défis-là maintenant qui nous viennent présentement pour pouvoir trouver et avoir des mesures, comme j'insiste, à impact direct, qui pourraient répondre d'une manière adéquate aux besoins de la population, tout en tenant compte de l'évolution démographique, ce qui est très important. Ça, vous n'avez pas besoin de parler trop longtemps pour me convaincre, je suis d'accord avec vous. On est en compagnie de Moïse Maillot-Vuenda. Il est le président du Parti libéral, le nouveau président du Parti libéral dans la circonscription de Saint-Jérôme. Prochaine question, elle est simple. Vous êtes président, allez-vous être candidat? Vous savez, en politique, on dit une chose. Il y a que les idiots qui ne changent pas d'idée, excusez-moi l'expression. Ouais. Mais je suis d'abord le président, mais je ne peux pas vous dire à l'avenir qu'est-ce qui va arriver. Mais je ne vous répondrai pas non et je ne vous répondrai pas oui non plus. Mais c'est quelque chose qui reste envisageable. Mais est-ce que j'ai dit oui? Je n'ai pas dit oui. Est-ce que j'ai dit non? Non plus. Donc, si Dominique Andelade vous appelle, elle vous dit « Monsieur Maillot, je vous veux candidat », on va voir la face ses poteaux cet automne. Là. Écoutez, je vais vous dire une chose. L'aventure de la campagne municipale
nous a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que beaucoup de réalités que notre région, que notre province, que nos villes sont en train de traverser. C'est ainsi que dans une entrevue passée que j'ai donnée, j'ai dit que ça prendrait quelqu'un qui connaît les défis de la Laurentide, non seulement de Laurentide, mais aussi de Saint-Jérôme, les dossiers chauds de Saint-Jérôme, la préoccupation de nos concitoyens. C'est pour cela que nous allons en élection, c'est pour servir nos citoyens. Ben alors, il faut savoir qu'est-ce que les citoyens veulent. C'est quoi la problématique qui traîne depuis des années, mais de les régler d'une manière directe avec des solutions à impact direct, comme je le dis. Et nous souhaiterons avoir quelqu'un qui connaît ces problématiques-là, qui connaît ces enjeux-là. Donc, c'est un peu ça ma réponse que je pourrais vous donner pour l'instant. Mais je ne pourrais pas, comme je vous l'ai confirmé, je ne peux pas vous dire non ou je ne peux pas vous dire oui. Mais je n'ai pas non plus la boule de cristal, mais je suis ouvert à tout, je suis ouvert à l'invitation à la danse si cela s'est présenté. Dites-moi, aux élections provinciales et aux élections fédérales, l'influence du chef est très importante. On dit souvent là, qu'un candidat, là, s'il réussit à récolter 5 ou 10 % des voix à lui seul parce que c'est un candidat vedette, c'est à peu près le maximum. Le reste, ce sont les valeurs du parti et surtout le chef. Est-ce que Dominique Andelade est la bonne personne pour mener le Parti libéral à une réélection? C'est une question à 100 000 $, mais je vous inviterai à un moment donné de l'appeler. Elle pourra vous répondre à cette question-là. À mon humble avis, je pense que Mme Andelade est la personne la mieux placée pour pouvoir mener le Parti libéral à une victoire cette année, au mois d'octobre, et être la première ministre du Québec. Pourquoi? Parce qu'elle a la vision, elle a la détermination, elle connaît d'une manière extraordinaire ce qui se passe. C'est une personne, premièrement, humaine et connectée. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Mm-hmm. Pour mon simple avis, c'est la personne présentement la mieux placée pour être la première ministre du Québec et diriger le Québec. Vous êtes président, bon, peut-être candidat, on n'ira pas là tout de suite, là, mais bref, vous êtes le président de la circonscription. C'est quoi les 3 priorités dans Saint-Jérôme? Là, 3, là, que ce soit santé, éducation, sociale. Là. Nommez-moi là, le podium des problèmes à régler dans Saint-Jérôme. Nous avons, comme vous avez si bien dit, je suis content parce que dans notre congrès, nous avons eu des résolutions régionaux et des résolutions cadres. Parmi nos résolutions cadres pour notre région, il y a la santé, il y a le logement et il y a aussi la protection des zones agricoles ainsi que les zones agricoles voilà. À Saint-Jérôme. La protection, si je peux dire... Il y a 2 fermes à La Fontaine, dont l'ancienne ferme de P.A. Forgette. Ça, je suis conscient de ça, mais si je vais parler de ça, je vais parler de la protection de tout ce qui est l'étalement urbain, le développement, au détriment de tout ce que nous avons comme forêt, lac. Donc, je vais vous faire une petite parenthèse. Vous savez, au Québec, nous avons voté, si vous êtes bien informés, je sais, vous êtes journaliste, nous avons voté dans les années 60, 67, si je ne me trompe pas, 2 grandes lois. Il y a la loi sur la protection des zones agricoles oui. et la loi sur le développement urbain. Mm-hmm. Toutes ces lois-là sont des lois qui sont laissées à la distraction de villes. Néanmoins, vous et moi, nous avons remarqué une chose. Donc, cela n'est pas seulement le phénomène à Saint-Jérôme, mais c'est partout sur le territoire québécois. Les villes se développent au détriment de ces lois-là. Les villes priorisent la loi sur le développement urbain comment je peux dire, sur la loi sur la protection des zones agricoles et forestières. Or, nous savons une chose, si nous voulons protéger notre écosystème, nous voulons développer nos villes d'une manière harmonieuse avec notre nature,
que nos forêts restent nos forêts, que nous ne puissions pas faire des étalements urbains. Je pense, à mon humble avis, il faudrait revoir ces lois-là. Faire en sorte que la loi sur la protection des zones agricoles et milieux humides ait une primauté sur la loi sur le développement urbain. Que ce soit la loi qui va tracer les grandes lignes pour guider le développement d'une ville. Parce que ce qui arrive, cette loi-là n'est pas utilisée à sa juste valeur et laisse la ville ce qui est leur droit, parce que ce sont des paliers de juridiction différentes, mais cela laisse une grande marge de manœuvre aux villes de se développer selon leur guise, mais tout en ne tenant pas compte de tout ce qui touche nos forêts, la protection de nos forêts, et puis Mais nous voulons assez que le développement de nos villes soit en harmonie avec notre environnement. Mais d'un autre côté, on les met où, les gens? Je lisais un article de Daniel Germain dans le Journal de Montréal qui expliquait le problème de la rareté des logements, c'est que les besoins étaient plus grands que ce qu'on a réussi à construire. Là, on se retrouve en situation de pénurie de main-d'œuvre partout. Donc, on fait venir des gens de l'étranger pour venir travailler ici, mais on n'a même pas la place pour les loger. On les loge où? On prend les centres commerciaux et on fait des immeubles à logement? C'est pas très attirant, ça. 25 000 personnes ont quitté Montréal l'an dernier. Sont pas toutes parties à Laval et à Longueuil, on s'entend là-dessus. Là. Saint-Jérôme a récolté sa part. La MRC, comme telle, a récolté sa part. Qu'est-ce qu'on fait si on ne les rentre pas à Saint-Jérôme? On les envoie dans des développements à Sainte-Sophie pour congestionner la 158, à Saint-Colomban pour Saint-Nicolas. On les envoie où? Je comprends qu'il y a une protection du territoire, mais à un moment donné, il n'y a pas de logement. On fait quoi? Mais écoutez, M. Loca, ce que je pourrais vous dire, il y a une chose. Il y a des problèmes parce qu'il existe des solutions. Il suffit juste d'avoir un peu de bonne volonté et un peu de la vision. Okay? Je vous vais faire un autre parenthèse. Prenons la ville de Saint-Jérôme. Si je vous posais la question, combien de sites qui appartiennent à la ville de Saint-Jérôme il y en a sur notre territoire? Combien de sites qui appartiennent à la ville sur le territoire de Saint-Jérôme? Vous parlez des terrains, là? Il y en a plusieurs, là, mais c'est surtout dans le parc industriel. Là, je ne suis pas certain qu'une jeune famille va aller s'installer entre une compagnie de portes et fenêtres et une compagnie de je ne sais pas quoi. Là. Moi, je vais vous sortir quelque chose. Prenons la rue du Pavillon. C'est où ça? La rue du Pavillon, vous connaissez la rue du Pavillon? Non. La rue du Pavillon, c'est à côté, comment dire, La Fontaine-le-Zotter, mais précisément à côté de la 117e, 119e. C'est bon, je me replace. À La Fontaine, dans le fond, là. Oui. À La Fontaine, OK. Avez-vous déjà visité cette place-là, le bâtiment et l'espace qui s'en occupe? Non. Je sais c'est où, mais visiter, non, pas du tout. Moi, j'ai fait un tour pendant ma campagne électorale municipale. J'ai vu cette place-là. Nous ne voulons pas faire de l'étalement urbain comme vous venez de le dire. Mais nous, ce que nous voulons, avec si la ville a la vision, on peut utiliser des sites existants avec des infras existants. Pour construire, il y a moyen de construire des logements qui ne coûteraient pas de fortune. Il y a moyen de le faire parce qu'il y a d'autres villes qui l'ont fait. On a des subventions un peu, permettez-moi de le dire, qui pleuvent de partout. C'est pour cela que je vous dis, ça demande juste de la motivation, de la vision et de la volonté. Oui, mais il y a pénurie de main-d'œuvre en même temps. Il n'y a pas assez de travailleurs de la construction pour construire. Puis, entre vous et moi, là, je vous donne une primeur. Là, le coût du bois est en train de réaugmenter. Je vous parle des augmentations de 60 % depuis le mois de octobre dernier, peut-être, là, sur le bois. Là. C'est majeur. Ça n'a pas été annoncé nulle part. Moi, je suis ça un peu parce que je suis dans le domaine, mais on fait quoi pour construire? C'est beau avoir de la volonté, des subventions, mais... Je suis d'accord avec vous, M. Loca, mais vous savez qu'au Québec, il y a d'autres moyens de construire que le bois. Je vous donne un exemple. Un pays comme la Norvège, du métal, qui ont la même température, le même climat que nous. Moi, j'ai eu le privilège de faire un peu le voyage en Europe et sillonner ces pays. Je les ai vus, ces constructions-là.
Ils sont faits en conteneurs. Ça révalorise, on recycle, et c'est écologique, et c'est très performant en temps, on dirait. Oui, mais M. Maillot, il n'y a pas une famille de 2 adultes, 2 enfants qui va aller s'acheter un container, là. Ça, c'est utopique de penser ça, là. Mais vous dites que c'est utopique, mais moi, si je vous dis que ce sont des produits qui est en vogue sur le marché. Non, ça se fait, mais je veux dire, c'est pas... tu sais, je connais personne, moi, qui a des enfants qui dirait, bon, ben parfait, m'aller, je vais être le premier à m'acheter un container et à faire 4 trous pour les fenêtres, là. Mais c'est pas... Il ne s'agit pas d'acheter un container, de faire 4 trous sur le fenêtre. Il faut connaître les produits. L'aspect extérieur reste un conteneur, mais lorsque vous entrez dans ces bâtiments-là, c'est les conforts d'une maison. Pourquoi on l'achète, c'est pourquoi on l'utilise, parce que de 1, on coupe le coût, de 2, c'est performant, de 3, c'est écologique, de 4, la durée de construction est courte. Ça, c'est juste un exemple. Mm-hmm. On va prendre comment dire, un autre modèle qui est vogue en Norvège. Il y a d'autres pays, il y a d'autres provinces qui s'adaptent. En Allemagne, aujourd'hui, on utilise la technologie de l'impression 3D, l'impression numérique. Oui, tout à fait. L'imprimante 3D. L'imprimante 3D pour construire de maisons. On gagne en temps, on gagne en coût, on gagne en main-d'œuvre. Ce que je suis en train de vous dire, il y a un paquet de solutions qui va nous permettre de pallier à ce manque-là et de répondre aux besoins de nos concitoyens. Certes, il y a un coût à investir, mais ces coûts-là vaut la peine de le faire compte tenu des défis que nous affrontons. Nous sommes en train d'affronter et de vivre. C'est pour ça que je vous ai dit à l'entrée du jeu, les défis que nous avons eus dans les années 70 et dans les années 65 ne sont pas le même. Mais il ne faudrait pas tout le temps qu'on puisse se baser à ces solutions-là qui sont bien adéquates et pratiques. Oui, je suis en accord avec vous. Mais aussi, il faudrait que nous pensions aussi à adapter notre façon de faire et de résoudre des problèmes. Parce qu'il y a des solutions qu'on peut apporter maintenant qui peut aussi répondre d'une manière adéquate à ces besoins-là. Moi, j'ai vu des hôpitaux en Hollande, j'ai vu des hôpitaux en Norvège qui sont faits en conteneur, des hôpitaux publics. Mais vous entrez en dedans de ces bâtiments-là, vous n'avez juste pas l'impression, c'est juste la petite boîte, la façade de la petite boîte que vous avez vue à l'extérieur. Mais si vous regardez sur le coût, et sur le coût ainsi que l'investissement, vous vous rendez compte qu'il y a un coût de beaucoup. Ouais. Le bois, oui, on aura toujours le besoin du bois, oui, mais si l'on veut aussi accélérer et réduire nos coûts, il y a d'autres alternatives aussi à aller chercher. Oui, mais encore là, le container, les prix ont triplé dans les 18 derniers mois. Mais bref, ce qu'il y a de le fun, c'est qu'on est seulement au mois de janvier et on aura l'occasion de s'en reparler parce que l'élection n'est qu'en octobre prochain. Si vous êtes candidat, avez-vous idée, ou si ce n'est pas vous, avez-vous idée quand est-ce qu'on connaîtra le candidat dans Saint-Jérôme? Au printemps, à l'été? Est-ce qu'il y a une échéance de fixer? En fait, ce que je pourrais vous dire, présentement, on est en train de magasiner. On a quelques personnes sur notre mire. Comme je vous ai dit, on souhaiterait avoir quelqu'un qui connaît les défis et les problématiques de Saint-Jérôme. Vous l'avez si bien mentionné, c'est très important. Ouais, on ne veut pas de parachuter, s'il vous plaît. Là. C'est ça. C'est très important parce que nous avons des problématiques dans notre région, la Laurentide. Nous avons des situations qui traînent depuis des années dans notre ville. Alors, une personne qui a moindrement la connaissance, qui a été, comment je dire, qui a été... qui vit ici. Je veux dire, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de quelqu'un là, qui reste dans le West Island puis qui a le goût de monter dans le Parti libéral puis d'être candidat poteau. Là. On mérite mieux. Donc, c'est quelqu'un qui va représenter les valeurs des Jéromiens, mais aussi la vision de Saint-Jérôme, la vision de la Laurentide. C'est quelqu'un qui va connaître les défis, nos problématiques, qui va aller là à l'Assemblée nationale pour le défendre parce que ça va être notre pont. Comme vous l'avez si bien dit, oui, notre souhait, ce n'est pas d'avoir des candidats poteaux. Et comme vous avez dit, parce que notre région a des grands défis. Vous l'avez dit avec Mme Vachon, si on regardait dans votre entrevue, regardons les statistiques démographiques, là, ça explose. La Laurentide, vous connaissez une croissance. Alors, cette personne-là doit être capable de
prendre connaissance, d'être capable de connaître ces problématiques-là, qui est reliée à la croissance de notre démographie pour mieux le défendre. Cette personne-là doit connaître aussi les enjeux locaux de Saint-Jérôme. C'est quoi les problématiques locaux de Saint-Jérôme? Ouais. Et une personne qui doit aussi être capable de travailler à proximité avec nos villes. Je vais vous parler d'une chose. On parle de la santé, mais la santé, c'est un carrefour de tout. À Saint-Jérôme, il y a une problématique qui nous dérange depuis des années. Il y a l'itinérance. La maladie mentale, l'itinérance. Mais tout ça, ça fait partie du carrefour de la santé. On ne peut pas venir choisir dans ces bords-là qu'est-ce qu'on va prioriser ou quoi. Ça fait partie d'un track, ça fait partie d'un tout. Alors, la personne doit avoir la maîtrise de ces choses-là, la compréhension de cette situation-là qui a évolué en temps et pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la population. D'accord avec vous, on aura l'occasion de s'en reparler. Merci pour votre temps, M. Maillot. Ce fut très plaisant. À une prochaine. Ça me fait plaisir, M. Loca. Bon honneur encore et à vous et à votre famille encore. Félicitations pour votre travail. Nous apprécions beaucoup ce que vous faites pour notre démocratie à Saint-Jérôme. Merci à vous. Moïse Maillot-Vuanda, il est le nouveau président du Parti libéral du Québec, mais dans la circonscription de Saint-Jérôme.